Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des fusils semi-automatiques les plus connus de la Deuxième Guerre mondiale, le SVT-40. Mais avant de se lancer dans l'histoire de ce fusil soviétique, je tiens à remercier le musée Guerre et Paix en Ardennes qui me permet de le filmer. Donc n'hésitez pas à consulter leur site internet qui est en commentaire épinglé. Et également, vous pouvez leur rendre visite si vous êtes dans la région. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail. Donc n'hésitez pas non plus à les rejoindre si vous le pouvez, bien sûr. La Russie puis l'Union soviétique faisaient partie des pays pionniers dans le développement des armes légères automatiques et semi-automatiques. Et le développement de ce qui deviendra le SVT-40 a commencé bien avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Au début des années 1930, l'Union soviétique va débuter un grand programme de modernisation de son armement, avec entre autres l'adoption d'un fusil semi-automatique. Et deux ingénieurs célèbres vont s'atteler au développement de cette nouvelle arme, d'un côté Sergueï Simonov et de l'autre Fedor Tokarev. Et ces deux hommes vont produire deux prototypes pour des essais, et ce sera l'arme de Simonov qui sera choisie, avec l'AVS-36. Cette arme était assez innovante pour l'époque, d'autant plus qu'elle était capable de tirer en semi-automatique et également en automatique. Cependant, quand l'arme sera entre les mains des soldats, on va relever de nombreux problèmes de fiabilité. Et il faut alors trouver une solution car l'AVS-36 ne pourra pas être adopté en masse. On va donc faire appel à Tokarev qui avait continué à développer son fusil semi-automatique et son arme, le SVT-38, sera adoptée et la production commence à partir de juillet 1939. Ce SVT-38 ressemble beaucoup au SVT-40 et il fonctionne de manière assez similaire avec une culasse basculante et un piston à course courte. L'URSS va donc produire ces fusils et l'objectif est d'en fabriquer 2 millions entre 1939 et 1942. Malheureusement, ce ne sera pas vraiment possible car le SVT-38 souffre aussi de problèmes de fiabilité qui vont véritablement émerger avec l'invasion de la Finlande. L'arme s'encrasse trop rapidement et le chargeur détachable a tendance à s'éjecter par accident. Et aussi, la précision de l'arme est perfectible, surtout quand elle est utilisée en tant qu'arme de précision avec une lunette. La production de ces SVT-38 se termine alors en avril 1940 et en tout, on estime que c'est environ 150 000 SVT-38 qui avaient été produits. Et on va ensuite adopter le SVT-40, qui est une version modifiée du 38, pour résoudre la majorité des problèmes de son prédécesseur et le rendre aussi plus simple à produire. L'arme est également un peu plus légère, le bouton d'éjection du chargeur a été modifié et on a fait également quelques modifications à son mécanisme pour le rendre un peu plus fiable. La production des SVT-40 va commencer et augmenter progressivement. Mais l'arme ne va pas vraiment remplacer le Mosin Nagant, d'autant plus que des milliers de SVT vont être perdus lors de l'opération Barbarossa. Néanmoins, c'est plus d'1,6 million de SVT-40 qui vont être fabriqués, et on a également développé une variante capable de tirer en automatique, c'est la VT-40. Mais l'arme n'était pas aussi contrôlable que la VS-36, et très peu de ces armes ont été produites, et sur les quelques exemplaires qui ont été fabriqués, la plupart ont été modifiés pour tirer uniquement en semi-automatique. La fiabilité des SVT-40 était certes meilleure que celle des SVT-38, mais elle n'était pas parfaite pour autant. Et il fallait surveiller l'encrassement qui pouvait poser problème et entraîner des incidents de tir. De même pour la précision qui était suffisante pour la plupart des situations de combat, mais un peu trop faible pour les SVT-40 équipés de lunettes. Mais maintenant qu'on a un peu vu l'histoire de ce SVT-40, on va pouvoir regarder cet exemplaire de plus près. Le SVT-40 est un fusil qui mesure 1,2 m de long et il pèse 3,85 kg non chargé, ce qui est assez léger, par exemple par rapport à un Garand qui lui va peser 4,3 kg. L'ergonomie du SVT-40 est plutôt simple car l'arme est uniquement en semi-automatique, donc il n'y a pas de sélecteur de tir, mais uniquement une sûreté qui va être située derrière la queue de détente, donc c'est cette pièce, et quand on active la sûreté, on va tout simplement empêcher tout mouvement en arrière de la détente. Les organes de visée du SVT-40 sont typiques des armes soviétiques de l'époque. On a une hausse à l'arrière avec une planche de hausse réglable jusqu'à 1500 mètres, ainsi qu'un guidon qui est entièrement protégé, avec un trou au milieu qui va nous permettre de régler le guidon grâce à un outil spécial. L'alimentation va se faire par deux moyens différents.
Premièrement, on a un chargeur détachable de 10 cartouches de 762 par 54R, et on peut voir là le bouton d'éjection du chargeur qui est articulé, un peu comme sur un PPSH 41, et l'objectif c'est d'éviter qu'il tombe par accident. Donc on le déploie, on appuie dessus, et on peut retirer le chargeur. Voilà notre chargeur de 10 cartouches. Mais on peut également alimenter l'arme d'une autre manière, c'est-à-dire avec un chargeur inséré. On voit ici une encoche qui va nous servir à insérer des lames chargeurs, comme ça on peut garnir directement le SVT-40. Et on peut remarquer qu'il y a un arrêtoir de culasse automatique. Donc pour remettre la culasse en avant, on va appuyer sur l'élévateur et le lâcher. En sachant que cet arrêtoir de culasse, on peut l'activer. Il n'y a pas de bouton externe pour l'activer, mais à l'intérieur, on va avoir un petit loquet qu'on peut soulever et qui va nous permettre d'activer l'arrêtoir. Au bout du canon, on a un cache-flamme et en dessous, on a le tenon de baïonnette. Normalement, on peut voir qu'il y a un trou ici au niveau du tenon de baïonnette, car normalement, on devrait avoir une tige de nettoyage sous le canon. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir démonter ce SVT-40, mais son mécanisme ressemble beaucoup à un SKS. Mais par la magie de la technique, on va voir comment il fonctionne grâce à une coupe 3D. Mécaniquement, le SVT-40 fonctionne avec un système de piston à course courte et avec une culasse basculante. L'appui sur la queue de détente va libérer le marteau maintenu en arrière par la gâchette. Ce marteau va frapper le percuteur qui va faire saillie et déclencher le tir. Une partie des gaz de propulsion va alors être prélevée par un évent, puis redirigée vers le piston qui va alors reculer sur quelques millimètres. Le recul du piston va forcer le porte-culasse à reculer et il va entraîner la culasse en la tirant. La culasse va légèrement basculer vers le haut, ce qui va la déverrouiller. Elle va alors pouvoir poursuivre son mouvement vers l'arrière, extraire l'étui grâce à la griffe de l'extracteur. Le bourrelet de l'étui va alors entrer en contact avec l'éjecteur qui va le chasser. En fin de course, la culasse et le porte-culasse vont repartir en avant sous la pression du ressort récupérateur. Une nouvelle cartouche va être chambrée et la culasse va basculer pour se verrouiller. L'arme est alors de nouveau prête à faire feu. Le SVT-40 n'a pas forcément eu le même succès que son homologue américain. Cependant, ça reste une arme assez moderne pour l'époque, car assez légère et avec un mécanisme très innovant. D'ailleurs, son mécanisme, et plus précisément son piston à course courte, sera repris par de nombreuses armes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce célèbre fusil soviétique. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et si vous pouvez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.